Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de votre émission. Chris Ega, journaliste, directeur de publication de Express Info. Louis Kamako, il est également journaliste, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et notre ami Jean Tabli, lui, il est analyste politique. Nous prenons la direction de Bamako au Mali. La police nationale et la protection civile sont officiellement militarisés dans ce pays selon une loi publiée jeudi dans le journal officiel de la République qui a été voté à l'unanimité par le Parlement de transition du pouvoir en place. Les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile sont régis par le statut général des militaires et placés sous l'autorité du ministre en charge de la sécurité. Jean Tabli, alors situation exceptionnelle, donc on peut dire mesure exceptionnelle. Effectivement, vous savez, le plus souvent, quand il y a des attaques terroristes, c'est les postes de police, de douane, qui sont les plus visés ou qui sont les premiers à être visés. Et donc, ça pose un problème. Le problème, ça fait que ces gens, ces fonctionnaires-là sont dans l'incapacité ou alors ils n'ont pas l'armement nécessaire pour se défendre. Or, c'est les policiers qu'on envoie plus dans les zones. Ils sont sur des points de contrôle, des checkpoints. Et donc, ça fait qu'ils sont plus facilement exposés. Ils sont plus exposés que les militaires. Les militaires ont certainement des armes que les policiers n'ont pas. Ils ont une tactique, une formation que les policiers n'ont pas. Et donc, ça fait que si c'était eux, ça va être un peu difficile pour les terroristes. Donc, il vaut mieux donner la même formation tactique et le même armement à tous ceux qui sont chargés de sécuriser le territoire pour qu'ils puissent se défendre. Surtout pour qu'ils puissent défendre le pays. Surtout que pratiquement les forces internationales qui étaient là et qui accompagnaient le Mali dans la lutte contre le terrorisme sont partis ou sont en train de partir. Il vaut mieux maintenant donner tout l'équipement nécessaire aux Maliens pour qu'ils puissent défendre leur territoire. Alors, qu'est-ce que cela peut changer selon vous, Louis Kamako? Non, mais ce que peut changer, c'est que les Maliens vont justement prendre leur destin en main. C'est-à-dire que les Maliens vont assurer leur propre sécurité. Ils seront les premiers justement sur le terrain. C'est parce que je l'ai toujours dit, le territoire malien appartient aux Maliens. Et ce sont les Maliens qui connaissent le sol malien plus que la mission de MINUSMA, les casques bleus de l'ONU et tout ça. Donc, il est arrivé un moment où, justement, ce gouvernement de transition-là veut prendre les choses à bras le corps. Et ils sont dans une logique, ou bien le gouvernement est dans une logique. On a vu que dans ce gouvernement de transition, il y avait eu ce projet de formation et de création d'une école de militaires où on va former les militaires maliens sur le sol malien même. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, les militaires nosolites sont formés à Saint-Cyr, ils sont formés en Europe. Et on leur inculque en fait toutes les valeurs occidentales. Et ils reviennent en Afrique, ils contestent, ils ne maîtrisent pas trop le contexte, ils agissent par moment en déphasage avec le contexte local. Donc je pense que c'est un bon projet. C'est une question de logique, je l'ai dit, c'est une question de logique et de cohérence. Et on avait annoncé en train de lever des 600 millions de francs justement pour la formation de ces militaires-là. Aujourd'hui, les policiers ou bien les militaires sont militarisés. Je pense que c'est un bon projet, on ne peut que le soutenir. Et comme tu l'as dit, situation exceptionnelle. Réponse est également exceptionnelle. Donc le Mali, il est dans cette logique-là et il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. On l'a toujours dit, pour la sécurité du continent. La sécurité, ça fait partie des secteurs clés pour le développement d'un pays et on ne peut pas la confier, à un État étranger. On l'a toujours également soutenu ici qu'il faut justement avoir cette synergie d'action-là entre les États de l'Afrique, que l'Égypte ou bien les pays du Nord ou bien le Maghreb disposent d'une armée bien sophistiquée
et que s'il y avait justement une entente entre les pays africains, il devait y avoir cette collaboration-là entre eux. Maintenant, à défaut de cette collaboration, je pense que chaque État doit s'organiser à l'interne et aujourd'hui, le Mali est en train de nous montrer la voie. Alors, doyen, c'est une bonne chose à saluer. Au même moment, la police militarisée, ça prouve à suffisance que la sécurité, pour le moment, n'est pas totalement revenue dans ce pays. Est-ce qu'on peut en déduire que les autorités actuelles reconnaissent quand même quelques carences? Mais carence, je ne crois pas. Je crois que les djihadistes ont mis du temps pour s'installer et je crois que la France était présente par la folle Barkhane dans le milieu, n'a pas pu quand même couper la tête à ce dragon-là. Et la situation sécuritaire a été de telle sorte que tout le nord du Mali est pratiquement cédé aux djihadistes. Et je crois que le Mali, depuis que Goïta a pris le pouvoir, on ne peut pas dire que le Goïta a eu suffisamment du temps pour prendre à bras le corps le défi sécuritaire. Et je crois que c'est maintenant qu'il est en train de prendre des mesures pour mieux faire face à ces djihadistes. Je crois, on a dit ici, le Mali est en guerre. Et quand vous traversez une situation de guerre, il faut prendre des mesures militaires pour faire face à cette situation-là. Aujourd'hui, les djihadistes ne sont pas sur la frontière, ils sont à l'intérieur. Et je crois, mon frère Djabli l'a dit tout à l'heure que lorsque vous utilisez les grands axes, ce sont les postes qu'on rencontre. Il y a aussi des postes de police. Et ces postes-là sont facilement attaqués par les djihadistes. Et c'est souvent là où ils prennent des armes, des munitions, etc. pour revenir en force contre les forces de sécurité. Et nous l'avions dit ici que lorsqu'on traverse un État traverse une situation comme celle-là, il faut donner aux policiers, aux sapeurs-pompiers qui sont des gens qui savaient déjà manier d'une certaine façon les armes. Il faut leur donner davantage de moyens, parce que le Mali est en guerre, mais on ne voit pas le front. Le front n'est pas dessiné où on sait pour qu'on sache que ceux-là qu'on doit envoyer sur ce front, on dirait que c'est les militaires, etc. Le front est mouvant parce que les djihadistes attaquent un peu partout. Asymétriques attaquent un peu partout et on ne les voit pas venir forcément. Donc les djihadistes sont parmi nous, sont parmi les Maliens ordinaires, peuvent être frappés dans les marchés, peuvent être frappés à tout moment. Donc il faut quand même préparer le service de sécurité intérieure à faire face à ces djihadistes-là. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et je crois que ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui caractérise un État lorsque il fait face à des situations d'insécurité de ce genre-là. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que parce que Goïta prend des mesures comme ça, cela voudrait dire qu'il est quelque part embarrassé ou bien en état de faiblesse. Non, je crois qu'il est plutôt en train de monter en puissance face aux djihadistes. Monter en puissance contre les djihadistes, c'est se donner les moyens de mieux les cadrer, de mieux les affronter. Je crois que c'est une situation technique, c'est des mesures techniques qui caractérisent tout État en guerre, soit contre les djihadistes ou bien contre des ennemis qui viennent de l'extérieur. Avant d'aborder ces mesures techniques, Jean Tchablé, selon un rapport des Nations Unies sorti récemment et un autre rapport des Américains, la situation s'est dégradée depuis l'arrivée du groupe Wagner. Est-ce que le président Assimi Goïta l'aurait compris en prenant ces mesures? D'abord, les autorités maliennes même disent qu'elles ne travaillent pas avec Wagner. Bon, officiellement, elles ne l'ont jamais dit. Ça se dit partout, même si des gens ont des éléments pour le prouver, mais les autorités n'ont jamais dit que c'est cela. Mais bon, quoi qu'il en soit, disons que le Mali est un vaste territoire. Je crois que ça peut faire même 10 fois la France. C'est un vaste territoire. Même si on prenait tous les Maliens pour les former à la guerre, à l'art de la guerre, je crois qu'ils ne seront toujours pas suffisants pour sécuriser le territoire. C'est tellement vaste, avec des déserts grands, que c'est difficile de sécuriser, malgré la bonne volonté des autorités. Et donc, cela voudrait dire que à un moment donné, il faut se donner les moyens.
on ne peut pas, comme Louis Kamako. Loïc Kamako le disait, on ne peut pas confier la sécurité d'un territoire à des gens, même s'ils sont très efficaces. Parce que eux, à un moment donné, ils ont un contrat. À un moment donné, ils se diront, mais il faut que nous, on sécurise notre vie aussi. Même s'ils ont les moyens tactiques et techniques de le faire, même si c'est des soldats qui sont formés à faire face à la mort. Mais à un moment donné, je crois qu'un Russe peut se dire, c'est mieux que je meure en Russie que de mourir au Mali. Vous voyez que chaque fois, on nous ressort toujours que 59 soldats français sont morts au Mali. Bon, voilà, pour éviter que les gens disent toujours, nous sommes morts pour vous, il faut que chacun prenne en main sa sécurité. Et je crois que c'est ce que même au Togo on a fait la semaine passée. Et c'est ce que le Burkina Faso a fait même en lançant un recrutement de 3000. En recrutant des volontaires pour agrandir le nombre des soldats. Donc c'est de bonne guerre. Malgré, même si on a des partenaires qui nous aident, je crois que si les autorités, depuis que la crise a commencé, si les Maliens avaient fait ça depuis, ils auraient pu maîtriser la situation. C'est parce qu'ils ont toujours confié la sécurité à des gens, quelles que soient ces personnes-là. Moi, je ne me limite pas seulement à la France. C'est parce qu'ils ont toujours confié leur sécurité à des gens qu'ils n'ont pas pu vaincre le mal. Il faut que chaque Malien se mette en tête, se mette à l'esprit qu'il doit défendre son pays. Au Burkina, on a vu des volontaires des VDP, des gens. Il y a un monsieur qui était mort comme ça. C'est un civil qui avait pris sur lui la charge de combattre les terroristes. Et donc, si tout le monde se dit qu'il peut à un moment donné devenir un combattant, je crois que ça va effrayer même les terroristes. Alors, Louis Kamako, la militarisation de la police, il faut dire qu'elle était abandonnée depuis 1993, donc cela fait 29 ans. Les débuts vont être sans doute difficiles pour les Maliens. Oui, mais je pense que les contours du projet ont été étudiés, parce que tu l'as dit, c'est un projet qui a été mis dans les tiroirs, mais qui a été justement retrouvé par le gouvernement de transition. Et des discussions ont eu lieu autour justement de ce projet-là, avant sa réactualisation. Donc aujourd'hui, c'est vrai, avec ça, la police suivra presque la même formation que les militaires, mon combattant l'a dit. Et quand donc c'est simple à faire. Non, mais ça va pas simple, Il va falloir une réadaptation à tous les niveaux. Mais ce qui est important, c'est que en armée, tout à l'heure on parlait de droit de grève. Le droit de grève n'est pas reconnu en armée. Les armées ne grèvent pas. On parle même de la grande muette. C'est-à-dire que ça ne parle pas tout le temps. Vous devez être discret, il y a des secrets de la République que vous devez garder et tout ça. Et donc je pense que c'est tout un ensemble. Et si on arrive à mettre ça ensemble, ça va renforcer la sécurité, le dispositif sécuritaire du Mali. Et là, et ce qui est encore important, c'est parce que la sécurité coûte énormément cher à l'État malien. La sécurité a toujours coûté cher à l'État malien avec la force Barkhane depuis 2012. C'est estimé à plus de 5 millions en fait, d'euros par mois, je crois. C'est-à-dire que c'est une somme exorbitante, tout ça. Donc aujourd'hui, si on a tous ces moyens-là, on a toutes ces sommes-là qu'on met à la disposition des Maliens eux-mêmes, bon, ils vont défendre le territoire et après tout, c'est-à-dire qu'ils vont renflouer en quelque sorte la caisse de l'État. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que l'argent va circuler entre les Maliens eux-mêmes et au finish, ça aura des impacts sur l'économie nationale. Donc je pense que c'est un projet qui aura des impacts positifs dans beaucoup de compartiments et qu'il va justement qu'on s'y attelle en mettant du sérieux là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui avec ça, les armes vont peut-être circuler un peu partout sur le sol malien et il va falloir que l'État ait un œil regardant, un œil sérieux justement sur la prolifération de ces armes-là pour que tout le monde ne se mette pas à tirer ou à manier l'arme comme cela se doit. Sinon, ça va peut-être, ce serait le côté pire de la chose et ça va peut-être engendrer un autre souci, l'insécurité et le trafic illicite des armes de petit calibre. Alors, doyen Chris Ega, nous, on peut apprécier cela parce qu'on l'a dit, ce sont des mesures exceptionnelles.
dans des situations aussi difficiles, sauf qu'avant le vote, au CNT, les syndicats de police avaient dénoncé une décision unilatérale et insisté sur la volonté d'aboutir à un projet consensuel. Ça veut dire que ceux qui sont concernés même ne sont pas aussi, on ne va pas dire tout le monde, mais à 100% ça passe là. Ça ne risque pas de poser un autre problème. Écoutez, en principe, moi, cette dénonciation venant du syndicat, je le trouve un peu ubuesque, dans ce sens que, vous savez, lorsque vous êtes dans des situations comme ça, que vous êtes militaire, vous ne décidez pas, par exemple, de ne pas partir en guerre ou d'aller en guerre. Cette décision d'envoyer des gens qui ont reçu une formation militaire, parce que, il faut le préciser, les militaires reçoivent aussi une formation militaire, quand même. Les policiers reçoivent une formation militaire. On sait pourquoi on leur donne cette formation-là. Parce qu'il peut arriver qu'ils c'est pas dosé. C'est pas dosé, mais il peut arriver qu'ils font face à des situations de guerre sans le vouloir. Donc je crois qu'il ne leur revient pas d'inciter, de contraindre le gouvernement à aller en discussion avant de prendre la décision comme quoi il faut militariser la police. Je crois qu'ils sont au service de l'État et partout où besoin sera. Et quelles que soient les circonstances, il y a des gens qui doivent partir au front. Et je voudrais préciser ici que ces militaires-là, ils seront toujours affectés aux travaux ordinaires auxquels ils sont généralement affectés. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'on va les envoyer sur le front. Du moment où nous avons dit tout à l'heure le front, on ne le connaît pas. Mais on connaît quand même certaines régions sensibles où les djihadistes sont plus présents. Dans ces régions-là, bien évidemment, ce sont les militaires ordinaires qui sont envoyés dans ces régions-là. Et ces régions-là, vous verrez, dans les prochains mois, les préfets seront des préfets militaires. Des préfets militaires. Et je crois que je fais là un coup d'œil, par exemple, au Togolais, parce que vous allez constater qu'au Togo, vous savez, dans certaines préfectures, les préfets sont des militaires. Et je voudrais dire que ce n'est pas par hasard ou par hasard qu'on envoie ces préfets, des gens, des militaires à ces postes-là. Et vous allez constater qu'au nord, je crois, dans l'Otif, il y a Saint-Cassé. Vous comprenez qu'on n'envoie pas des militaires à ces postes-là par hasard. C'est parce qu'on prévoit certaines situations, bien on veut quand même prévoir certaines situations qu'on les envoie. Et c'est exactement dans une moindre mesure au Togo et dans une large mesure au Mali, lorsqu'on dit que les policiers seront militarisés, vous verrez toujours en ville, mais les armes vont changer. La formation va changer. C'est-à-dire ils doivent être plus alertes parce qu'ils doivent être maintenant éduqués dans ce sens que le danger peut être un peu partout. Ce ne sont pas des gens qui vont être affectés directement à des occupations auxquelles ils ne sont pas vraiment habitués. On les verra toujours sur les axes, on les verra toujours autour des marchés, on les verra toujours lorsqu'ils sont affectés à la protection civile, c'est-à-dire les autorités, etc. La mission ne change pas fondamentalement, mais ce qui va changer, c'est qu'il peut arriver que sur certains axes, ils soient casqués avec des gilets. Voilà, ce sont ces choses-là qui changent. Mais cela on va les affecter à une mission spéciale où ils vont faire face directement à des djihadistes qui sont de l'autre côté. Mais nous le disons, dans les régions où les djihadistes sont très présents, vous constaterez que ce seront des militaires qui seront en œuvre là-bas dans ces régions-là. Sans doute, le préfet aussi sera militaire, mais en ville, vous verrez des policiers, peut-être qui seront... Si c'est une zone sensible, ils seront casqués, ils peuvent porter des gilets et l'arme aussi qu'il va tenir va changer. Voilà. Allez, on marque la petite pause et on revient pour la suite et à la fin.